Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'infos. Après des semaines d'émeutes et d'attaques terroristes, la rencontre entre Benyamin Netanyahou et le roi Abdallah de Jordanie semble avoir permis de calmer les tensions. Jérusalem a connu une journée de prière sans incident majeur vendredi dernier. Des enseignants mexicains radicaux ont incendié le Parlement de l'État du Guerrero et d'autres bâtiments administratifs après l'annonce la semaine dernière du probable massacre des 43 étudiants disparus. L'OTAN constate une concentration de troupes russes dans l'est séparatiste de l'Ukraine. Moscou dément avoir des troupes sur place. Kiev se dit prêt au combat. Le robot Philae a réussi à s'opposer sur la comète 67P, créant un sentiment de fierté au sein de la communauté scientifique européenne. Mais après des déboires, il est samedi entré dans une phase de coma dont il a peu de chances de se réveiller. Bonjour Elie Bernavi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Je rappelle que vous êtes historien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Il y a 2 semaines, sur ce plateau, nous disions que l'Égypte, traditionnellement, avait un rôle historique dans la région. C'était elle qui apportait les solutions aux crises, qui négociait les cessez-le-feu. Mais cette semaine, sur Jérusalem précisément, c'est la Jordanie qui a joué le rôle des pompiers. Est-ce que ça veut dire que c'est la Jordanie, finalement, c'est de Amman que va venir la solution ? Non, l'Égypte reste la puissance arabe dominante, ça ne change rien. Il se trouve que Jérusalem est un problème particulier, comme nous le savons, et qu'à Jérusalem, effectivement, la Jordanie a un rôle à jouer, un rôle d'ailleurs que le traité de paix israélo-jordanien lui a accordé. La Jordanie a une responsabilité dans la gestion des lieux saints, et donc, naturellement, des choses qui touchent Jérusalem passent par Amman. Ça n'infirme rien le rôle régional de l'Égypte qui reste évidemment déterminant. Donc la Jordanie, son rôle est précisément et uniquement sur les lieux saints de Jérusalem ? Uniquement, c'est difficile à dire tout de même. C'est-à-dire, vous savez, là, ils ont été vraiment mis en avant. La Jordanie a renoncé officiellement, il y a des années, à la Cisjordanie, mais il reste une influence, et là ses agents. Il est très difficile d'imaginer une solution sans la Jordanie, qui est un État palestinien, qui est un État peuplé de fait de sa démographie, par plus de la moitié des Palestiniens qui gardent des intérêts et qui est très présente, nous verrons de le dire, à Jérusalem. Et donc toute solution passera forcément aussi par mais je voudrais dire, sur ce qui s'est passé cette semaine, c'est extraordinaire. Ces 3 hommes se rencontrent, je parle Kerry, Benjamin Netanyahou et le roi de Jordanie, et comme par enchantement, tout s'arrête. En fait, ça ne se passe jamais comme ça. Vous savez, ça a été efficace. Oui, mais le lien est moins évident qu'on le dit. C'est-à-dire ce qui a caractérisé cette flambée de violence, c'est précisément qu'elle n'avait pas de leader. Elle était spontanée. Des gens ont pris l'initiative de faire ceci ou cela. Et donc, comme il n'y avait pas de leader, que ces 3 hommes se rencontrent, qu'ils décident... Vous ne pensez pas que justement le fait que cette rencontre a, semble-t-il, arrêté les violences, montre que ce n'était pas spontané, que c'était organisé ? Non, je ne crois pas du tout cela. Je crois qu'il y a des facteurs qui ont eu intérêt à allumer le terrain. Je pense par exemple à quelqu'un comme Raed Salad, vous savez, le chef du mouvement islamique Branche Nord en Israël. Et donc là, oui, la rencontre a dû avoir une certaine influence. Le roi a dû dire à un certain nombre de personnalités, calmez-vous et calmez le jeu. La même chose, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dû dire à ses ministres, maintenant, ça suffit, puisqu'il y a eu aussi pas mal d'hésitations. Des provocations de notre côté. Mais qu'il y ait eu un lien direct, et qu'il a suffi que se rencontre pour que tout se calme, ça je n'y crois pas. Et c'est pour cela que je ne crois pas que ce calme soit là pour rester. On va le voir cette semaine. Elie, on ne compte plus le nombre d'émeutes à Jérusalem, on ne compte plus non plus le nombre d'attaques terroristes, le nombre d'incidents. Quand on s'arrête de compter, ça veut dire qu'on est déjà entré dans la 3e intifada ? Vous savez, c'est une question de mots. Personne n'aime ce mot-là, ni les Israéliens ni les Palestiniens, pour des raisons évidentes. Les Palestiniens ne sont pas prêts à recommencer une aventure comme celle du début des années 2000 qui leur a coûté très cher. Qui leur a coûté très, très cher. Et Israël, pour des raisons évidentes,
ne l'avait pas non plus. La Jordanie non plus. Tout ce qui se passe en Cisjordanie et à Jérusalem risque de déstabiliser le royaume. Et donc tout le monde a intérêt à ce que les choses se calment. Reste avec nous. Elie, on va à présent s'intéresser au reste de l'actualité internationale avec la rencontre Poutine-Obama. Le sommet du G20 s'est tenu ce week-end en Australie après un autre sommet qui a été lui aussi très observé, celui de l'APEC à Pékin. L'occasion d'avoir le point de vue chinois sur ces événements avec notre correspondante sur place. Bonjour Nofrat Porat, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Julien. Alors, quel est le point de vue chinois sur le sommet ? Eh bien, en Chine, tout est une affaire d'apparence. Donc la première chose qu'on a fait est de s'assurer que le ciel soit bleu. Ils ont fermé des usines et réduit le nombre de productions de voitures. Ils ont fermé les écoles. Tout a été fait pour s'assurer d'avoir un beau ciel bleu à Pékin. Le surnom de ce sommet est l'APEC bleu. Xi Jinping le considère comme un succès. Il a réussi à ramener l'attention du monde vers la Chine. Pour le pays, il s'agit du plus gros événement organisé depuis les JO de 2008. Il a réussi à signer un accord qui lui tenait beaucoup à cœur, une zone de libre-échange entre les pays de la zone d'Asie-Pacifique. Je pense donc qu'au sein de son pays, Xi Jinping est aujourd'hui plus fort et plus flexible dans sa région. Donc pour lui, ce sommet est un succès. Oui, enfin, ce malgré quand même un léger incident avec le président Obama, on a tout de même noté des progrès sur les questions climatiques. Oui, tout le monde aime les scandales. Donc le président Obama, en tant que président des États-Unis, aurait dû savoir qu'on ne marche pas sur le tapis rouge habillé en tenue traditionnelle chinoise en mâchant un chewing-gum. Sérieusement. Donc bien entendu, la presse chinoise s'en est emparée et l'a considéré comme un manque de respect. Maintenant, hormis ce titre un peu léger, il faut savoir que les Américains et les Chinois se sont assis et ont signé un accord historique. Les deux plus grands pollueurs du monde ont signé pour réduire leur pollution globale avant 2030. Certains disent que c'est trop loin, certains disent que c'est trop peu, mais c'est tout de même quelque chose. Il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé que la Chine signerait un tel accord. Et donc, pour en revenir avec ces histoires de Poutine et de la couverture. Regarding Putin. Au sujet de Poutine, en Chine, il est considéré comme un homme fort, beau. Il a fait quelque chose de galant, il a pris la couverture, il a pensé qu'il faisait froid, il l'a posée sur les épaules de la première dame. Elle l'a accepté de façon très cordiale, elle a souri, mais très subtilement et très rapidement, elle l'a enlevé et mis un manteau noir. La presse chinoise s'en est emparée et a commencé à dire qu'il avait tenté de la séduire, que Xi Jinping ne lui prêtait pas assez d'attention. Alors qu'a fait la Chine ? Comme elle a l'habitude de faire, elle a effacé toute trace de cet incident sur Internet. Xi Jinping ne voulait pas que toute l'attention soit captée par cet incident et il voulait aborder les sujets qui sont vraiment l'essence de l'APEC. Maintenant, si vous me demandez mon avis, pourquoi est-ce qu'elle a retiré la couverture ? Elle portait une robe ravissante. Pourquoi la gâcher avec une couverture beige ? Now, if you ask me what I think, why did she take off the blanket? Well, she was wearing a gorgeous dress. Why ruin it with a beige blanket? Oui, c'est pas faux. Merci beaucoup, Nofrat, de nous avoir rejoints depuis Pékin. Thank you, Julian. Elie, vous pensez que cet accord sur le climat, je sais c'est un peu drôle cette histoire de robe et de couverture. Pour une fois que Poutine fait un effort pour être un peu aimable et pour sortir de être un gentleman, c'est que vraiment c'est pas le cas. Les Chinois, un régime qui n'est pas connu pour son sens de l'humour, essaient de tuer sur les faits. Enfin, tout ça, c'est de la... Alors, sur l'accord du climat, est-ce que cet accord sur le climat est vraiment historique ? C'est énorme. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Alors, on va voir de quelle manière il sera appliqué, mais je pense que c'est historique. Très bien, alors restez avec nous, Elie. Votre expérience d'ancien ambassadeur va nous aider à comprendre ce dernier sujet. La semaine dernière ont eu lieu à Berlin les célébrations du 25e anniversaire de la chute du mur. Parmi ceux qui sont venus assister aux commémorations se trouvait Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre de François Fillon et porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2012. Nous l'avons rencontrée sur place à Berlin et nous lui avons demandé à elle, qui dirige aujourd'hui l'opposition au Conseil municipal de Paris, pourquoi la capitale française perd de son attractivité au profit de la capitale allemande. Regardez. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour.
Alors je voudrais parler d'un autre sujet qui vous est cher, c'est évidemment la ville de Paris, puisque vous êtes chef de l'opposition à la mairie de Paris, que vous souhaitiez être maire de la ville de Paris. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Israël, il y a beaucoup de personnes qui veulent partir de Tel Aviv pour s'installer à Berlin. Ils ne veulent pas aller à Paris, ils veulent aller à Berlin. Pourquoi est-ce que d'après vous, ils veulent aller à Berlin? Non seulement je suis au courant, mais ça faisait partie de mes sujets de réflexion et d'études pendant la campagne de Paris. J'étais allée il y a un an passer plusieurs jours à Tel Aviv pour discuter avec des personnalités, notamment du monde de la nuit là-bas, et comprendre ce qui rendait la nuit, la fête à Tel Aviv tellement attractive. Parce que il y a plein de jeunes de Tel Aviv qui ont envie d'aller vivre leur vie à Berlin, mais il y a aussi pas mal de jeunes de Paris qui aiment aller faire la fête à Tel Aviv. Donc voilà, il y a un cercle qui se fait là. J'avais trouvé d'ailleurs absolument fascinant l'espèce d'écosystème qui s'était développé au Tel Aviv autour de la nuit, quoi. C'est vrai qu'il y avait une ambiance... Ils rêvent de Paris d'un point de vue romantique, mais ils n'arrivent pas à s'y installer. Il y a quelque chose à... Il y a des raisons objectives et des raisons subjectives à ça. Dans l'ordre des raisons objectives, il y a par exemple le prix du logement. C'est vrai qu'à Berlin, quand vous êtes jeune, vous pouvez vivre en ville. Pour habiter Paris aujourd'hui, il faut soit avoir beaucoup d'argent, soit pouvoir avoir été attributaire d'un logement social. Mais quand vous êtes un jeune couple qui commence, c'est devenu très difficile. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire à Berlin. Donc il y a des raisons objectives à ça. Et puis il y a des raisons subjectives. Mais elles ne sont jamais sans fondement. Hein. C'est ce sentiment que la vie est ailleurs, que ça se passe ailleurs. C'est un sentiment qui touche une grande partie de la jeunesse française aujourd'hui. Vous avez beaucoup de Français qui ont envie d'aller faire leur vie ailleurs. Et ce n'est pas seulement pour des raisons fiscales, c'est le sentiment que ça se passe ailleurs. Et je comprends ce que vous disiez du mouvement vers Berlin, parce que c'est vrai que Berlin, aujourd'hui, a la réputation d'une ville qui bouge, d'une ville dans laquelle on peut prendre le train du monde, en quelque sorte. Pour revenir à Paris, comme vous le dites, il y a beaucoup de jeunes Français qui rêvent de s'installer à l'étranger. Et quand on regarde les statistiques, par exemple, des diplômés des grandes écoles, c'est assez impressionnant de voir le nombre de jeunes qui veulent partir. Oui, c'est impressionnant. Mais je le dis, je ne pense pas que ce soit désespéré. Je pense que Paris a des atouts magnifiques, en fait. Je pense que Paris, c'est encore une marque, c'est encore un nom qui fait rêver. C'est une ville qui est à la fois capitale politique, une capitale économique, une capitale culturelle, capitale scientifique. C'est très... ça lui est très spécifique. Il y a très peu de villes qui sont des villes complètes. Londres l'a pas toujours été et elle est en train de le devenir. New York, qui n'est pas une capitale, on peut le dire, l'est quand même parce qu'elle a la dimension politique avec les Nations Unies. Vous regardez une ville comme Milan, c'est une capitale économique, c'est pas une capitale politique. Rome, c'est capitale politique, pas dire que ce soit une capitale économique. Et vous prenez Berlin, il y a une côté capitale culturelle et politique. Il n'y a pas la dimension économique que vous pouvez trouver dans d'autres villes. Je vous dis ça pour vous dire que c'est pas perdu pour Paris. Je pense que Paris a des atouts formidables. Mais aujourd'hui, Paris passe un petit peu à côté du train. Prenez un exemple très concret. L'ouverture des commerces le dimanche et le soir. Aujourd'hui, les grandes métropoles... Je voulais vous dire justement, vous ne pensez pas qu'il y a un problème aussi de transport en commun la nuit, de magasins ouverts le dimanche? C'est qu'il y a un problème d'horaire de la vie et de la ville. La ville de Paris demande à ses habitants de s'adapter à ses horaires, aux horaires quasiment de l'administration. Donc c'est 9h-17h. Vous pouvez trouver des boutiques ouvertes jusqu'à un peu après 17h, mais jamais bien tard le soir, jamais dans les proportions qu'il faudrait. Or, la vie aujourd'hui, dans les grandes métropoles, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les grandes métropoles, c'est des cœurs battants. Et c'est de ça que la jeunesse a envie et a besoin. Avant même toutes les questions plus pratiques, ou les questions, par exemple, financières, fiscales, tout ça. C'est d'abord d'être là où ça se passe. Voilà. Et Paris, aujourd'hui, passe à côté de certaines chances parce qu'elle n'est pas suffisamment un cœur battant. J'avais dénoncé l'année dernière le fait que le 31 décembre, il n'y ait pas de grande fête à Paris, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de concert, il n'y a pas... Alors c'est terrible parce que sur les médias du monde entier, vous savez, il est minuit à tel endroit, il est minuit à tel endroit, il est minuit à tel endroit, vous avez la fête, le machin. Et puis là, à Paris, vous avez les touristes sur les Champs-Élysées avec une bouteille de champagne, mais elle est où la fête? Elle est où? Mais elle est où? On peut pas, quand on aspire à être une grande capitale, on ne peut pas passer à côté de ça. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci à vous.
Elie, vous qui avez été ambassadeur d'Israël à Paris, comment est-ce que vous expliquez que Paris a perdu son attractivité? L'ambassadeur d'Israël à Paris ne fait pas vraiment la fête. Hein, mais je crois qu'elle a raison. Enfin, quand vous m'aviez dit que vous avez fait cette interview, je m'attendais à autre chose en fait. C'est mieux que ce que j'attendais. Je m'étais dit, bon, elle va être très critique, mais si elle avait réussi à se faire élire, elle le serait moins. Mais en fait, elle a raison. C'est-à-dire qu'elle a eu une espèce de recul qui lui permet de dire ce qui est. Et Paris suit le sort du pays tout entier. Et le même affaissement, le même pessimisme, le même affaissement moral auquel on assiste en France, qui est d'ailleurs très mystérieux. Il y a des raisons objectives, comme elle dit, mais aussi une espèce de mystère. Comment ça se fait que l'on tombe comme ça? Je parle de la France, pas seulement de Paris. Alors évidemment, Paris souffre de ça. Et par rapport à Berlin, qui est une ville en pleine... ou Londres est un immense centre culturel. Et Paris semble être un peu à la traîne. Mais je vous rassure tout de suite, ces choses-là sont cycliques et Paris a encore de très beaux atouts et Paris fera parler de lui, je n'en ai aucun doute. Merci beaucoup, Elie Barnavi, d'avoir été avec nous cette semaine. Et c'était Le Monde cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.